Bonjour. Aujourd'hui, donc, le titre de notre activité, qui est un lancement, c'est Accès aux soins et littératie, lancement d'une mini-plateforme web. Donc, qu'est-ce qu'une mini-plateforme? Tout ça, évidemment, nos conférencières vont vous l'expliquer. Et je ne ferai pas une longue introduction parce que c'est prévu qu'elle se présente elle-même, mais juste pour au moins les nommer. Donc, il y aura Christine Loignon, euh, Amélie Bouchard, Isabelle Wilson et Mathilde Juarez. À vous Oui. la parole. Oui. Merci Lise et Céline. Bon appétit pour ceux qui sont à leur pause lunch. Très heureuse de voir toutes les personnes qui se joignent à cette rencontre. Très heureuse d'être ici avec mes collègues pour vous présenter le fruit de ce travail de longue haleine qui a commencé pendant la pandémie, n'est-ce pas? Euh, ben, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine Oignon, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et je vais passer la parole à Amélie, Mathilde et Isabelle. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amélie Bouchard. Je suis animatrice, formatrice en alphabétisation à la Jarniguane, centre d'alphabétisation populaire de Villeray à Montréal. Et je suis aussi responsable des projets de littératie en santé sur lesquels on travaille depuis plusieurs années à la Jarniguane, dont ce beau projet dont on va vous parler aujourd'hui. Et je vais inviter ma collègue Mathilde. Tu peux te présenter, Mathilde? Ah oui, je m'appelle Mathilde Juarez, je viens de la Janiguan et je suis élève d'Émilie. Merci, Mathilde. Et notre chère Isabelle. Isabelle, Bonjour tout le monde. Je m'appelle Isabelle Wilson. Je suis professionnelle de recherche à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Je collabore sur différents projets avec Christine Noignon qui mettent en valeur les savoirs des personnes en situation d'exclusion sociale. Et aujourd'hui, le microsite en est un exemple. Voilà. ben, merci à mes collègues. Alors, ben, Isabelle, on peut peut-être passer à la prochaine diapo. Nous, on représente une plus grosse équipe, là. On a travaillé avec, dans le fond, plusieurs personnes dans le cadre de ce projet-là. On tient à remercier toutes ces personnes qui ont été impliquées dans le projet. Et à mentionner aussi que c'est un projet qui était financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. Le projet s'est déroulé avec la collaboration de deux organismes en alpha, la Jarniguane, où Amélie Bouchard travaille, et Atoulir aussi. Donc, on a travaillé en tout avec trois personnes intervenantes impliquées dans ces organisations. Puis, vous mentionnez aussi que le projet, en tant que, dans le fond, j'ai été épaulée dans ce projet-là par ma collègue Sophie Dupéré, qui est à l'Université Laval. Puis, le microsite qu'on vous présente aujourd'hui, là, qui finalement, dans lequel les résultats du projet s'ancrent, a été développé là, avec la collaboration, l'implication très précieuse de Marie Bernatchez. Puis aussi, on tient à remercier deux photographes, donc une photographe sociale qui s'appelle Kiran Ambwani. Donc, toutes les belles photos que vous allez voir dans ce microsite-là, c'est vraiment grâce à Kiran et à Jeanne Provost aussi, Jeanne qui est aussi photographe. Donc, je tenais à mentionner ça. Peut-être la prochaine diapo, Isabelle. Le plan de la présentation, c'est que, dans le fond, Amélie et Mathilde vont vous parler d'itération santé. Je vais renchérir en vous parlant un peu du projet qui a mené à cette mini-plateforme, un projet de parcours commenté. Amélie, encore là, va naviguer la plateforme pour vous présenter un peu ce que vous pouvez y retrouver. Puis après, on va se garder un temps ensemble pour échanger avec vous. Merci, Christine. Alors, je vais vous faire un court résumé de qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle de l'itération en santé. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est du connu. Peut-être qu'il y en a qui nous ont vus en formation. La Jarniguane fait beaucoup de conférences de formation dans les derniers temps. Alors, un petit rappel pour certains et du nouveau peut-être pour d'autres. Quand on parle de l'itération en santé, de quoi on parle? Nous, on aime beaucoup cette définition-là que je vais vous lire. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Alors, on dit que c'est le résultat de l'interaction entre les capacités d'une personne, donc à reconnaître son besoin d'information en matière de santé, à trouver cette information, à la comprendre,
pour enfin pouvoir l'utiliser et prendre cette fameuse décision éclairée sur sa santé. Et d'un autre côté, hein, on dit l'interaction entre les capacités de la personne et de l'autre côté, les exigences du système de santé. Et ce qu'on trouve intéressant dans cette définition-là, c'est vraiment parce que des fois, on parle de niveau de littératie, et ça met beaucoup le poids sur les personnes, leurs capacités, mais en fait, c'est de comprendre que c'est dans un contexte où il y a un système qui a des exigences et aussi des capacités à communiquer de son côté qui sont pas toujours adéquates pour tout le monde. Alors, ça fait aussi appel aux aptitudes des professionnels à communiquer. Et c'est ce qu'on trouve qui est intéressant parce qu'il y a quand même un pouvoir de changement et d'amélioration là, dans tout ça. Je peux changer, Isabelle? Quand on parle de littératie, bon, de combien de personnes ça touche, là, c'est sûr qu'on va un peu plus évaluer les fameux niveaux de compétences là, des personnes. C'est difficile d'évaluer peut-être l'interaction, mais c'est quand même les niveaux de compétences des personnes dans ce contexte-là. Alors, c'est 66 des personnes de 16 ans et plus au Québec qui présentent un niveau de compétence inférieur au niveau souhaitable. Donc, dans cette étude-là, qui vient quand même de la grande étude internationale qu'on appelle la PK, on dit que ça prend un niveau 3 pour avoir un niveau souhaitable, pour bien se débrouiller dans la société et là, précisément ici dans le système de santé. Et donc, c'est 2 tiers de la population de 16 ans et plus au Québec qui n'ont pas ce niveau-là. Donc, c'est niveau 1 et 2 ensemble. Et le niveau inférieur à 2, donc inférieur à 1 et 1 ensemble, ça fait 27 des personnes qui ont des compétences très faibles. Donc là, c'est presque un tiers de la population. Ça touche énormément de personnes. Et on se pose la question pourquoi c'est si élevé, en fait, ce taux de faible littératie-là quand on parle de santé. Mais évidemment, quand on parle de santé, le jargon est très complexe. Des connaissances de base que ça prend pour comprendre là, la santé, ça en prend quand même quelques-unes. Il y a le stress, la maladie, certains traitements qui peuvent jouer sur le niveau de littératie des personnes, mais c'est surtout que quand on parle de littératie en santé, c'est une combinaison de 3 formes de littératie. La littératie générale, là, des mots, si on veut, la numératie, qui est l'habilité avec les chiffres. Quand on parle de santé, on parle énormément de probabilité, de risque, tout ça, ça touche à la numératie. Et en plus, la couche qui s'additionne, c'est la littératie numérique qu'on appelle, et là, c'est le fameux virage numérique qui peut sembler aidant et facilitant pour plusieurs personnes, mais qui laisse plusieurs personnes de côté. Donc, on se demande souvent, c'est qui ces personnes-là qui vivent plus les conséquences là, de la faible littératie en santé? Eh bien, c'est évidemment les personnes qui ont un faible niveau de scolarité, les personnes vieillissantes, les personnes qui vivent en situation de handicap et des personnes issues de l'immigration et allophones, hein, qui sont allophones à la fois. Quelque chose quand même d'intéressant, c'est que des personnes vieillissantes, des personnes en situation de handicap, souvent, ça peut se voir, les personnes vieillissantes comme moi, on a les cheveux gris, certains handicaps peuvent se voir. Les personnes issues de l'immigration, ils ont leurs beaux accents pour nous rappeler, et allophones, hein? Mais les personnes qui ont un faible niveau de scolarité, c'est plus difficile à détecter puis à se dire, ah là, je vais faire attention, hein? Donc, c'est important de le savoir, ça aussi. C'est pas écrit dans leur front qu'ils ont un faible niveau de scolarité, et souvent, ils sont pas assez maîtres dans l'art de le cacher. Et je passe la parole donc à Mathilde pour que, Mathilde, tu nous dises un peu, toi, dans ton histoire, rapidement, parce que Mathilde a une très longue histoire de vie, elle est très intéressante, mais un peu rapidement, Mathilde, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu très bien apprendre à lire, à écrire quand tu étais jeune? Moi, j'ai pas appris bien a leer y escribir como bien, no, parce que quand j'étais petit, j'étais à 6 ans y me un accident que me resté une année à la maison pour me récupérer. Mais après, j'étais à l'école y
y c'était un peu en retard, mais déjà c'est plus âgé que les autres il y a une salle de classe pour 85 élèves et à les plus âgés, nous mettons en arrière et les plus jeunes, les mettons en avant et les professeurs c'est, sont plus amables avec les petits et à nous, nous laisser tomber comme ça. Mais comment j'ai arrivé à faire le premier an de secondaire, mais avec beaucoup de difficultés. Mais après, je devrais quitter la ville, le village, pour aller à la grande ville, parce que mes deux frères vont étudier à l'université et moi, je devrais travailler. C'est ça, c'est le problème que j'étais pour pas continuer à étudier. Mhm. Puis après, quand tu es arrivée au Québec, Mathilde, tu disais que tu n'as pas pu non plus aller étudier. Non, parce que moi venía avec l'idée d'apprendre beaucoup de choses, surtout le français. Mais quand j'arrivais à un contrat de travail à la maison ici en Westmont, je n'ai pas la chance d'aller à l'école parce que je devrais travailler. Et la madame aussi, elle voulait que je parle pas français parce qu'elle apprend l'espagnol. En plus, j'étais un peu à l'école le soir comme ça, j'ai appris des paroles comme ça, mais je devais continuer à travailler parce que encore otro de mon frère devra venir ici pour étudier à l'université. Y moi, j'ai travaillé, justo hasta que mon frère est parti, j'ai changé de travail et j'ai continué à travailler. J'étais à chercher le français et me dit le gouvernement. Tu n'as pas le droit parce que tu es un travaillante de contrat. Ici, tu devras faire citoyen canadien para te donner le français. Mais c'est comme ça que je n'ai pas pu étudier plus. Après, je me marié, j'ai des enfants, je continue à travailler. Quand j'étais en retraite, je venu à la Janiguar et je suis très contente parce que je commence à écrire le français et à lire bien le français. C'est tout. Et nous, on a la chance de t'avoir avec nous. Merci, Mathilde. Merci, Mathilde. L'histoire de Mathilde est très intéressante parce qu'elle reflète aussi l'histoire de plusieurs personnes qu'on a dans nos groupes d'alphabétisation populaire. Mathilde nous a parlé là, du système scolaire hein, qui était, bon, c'est sûr que c'était au Mexique, mais ici aussi encore, le système scolaire n'est pas toujours adéquat. Puis Mathilde, en parlant, s'est rendu compte, elle a dit, ma tête, Mathilde a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire et ma tête saute. Hein, elle a sans doute un trouble de concentration qui, à l'époque, n'était pas du Oui. tout diagnostiqué. Donc, il y a l'école qui n'est pas habilitée pour accompagner tout le monde. Encore aujourd'hui, il nous manque de beaucoup de spécialistes dans nos écoles. Donc, malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant. Mais il y a aussi l'esprit de sacrifice hein, que beaucoup de personnes, en tout cas dans nos groupes en alphabétisation, on retrouve ça, ou bon, souvent des femmes, on va le nommer, hein, Christine? L'autre fois, je vais laisser ça. Souvent des femmes qui ont dû aller travailler pour soutenir soit les frères, soit les parents, beaucoup de personnes, pratiquement tout le monde chez nous ont été des proches aidants sans même savoir qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça, puis même les droits qui pourraient être revendiqués autour de ça. Donc, c'est des gens qui ont contribué socialement énormément, qui ont commencé à travailler, travail invisible ou travail rémunéré très, très jeunes. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve avec ces personnes-là qui sont comme doublement désavantagées, si on veut, désavantagées par leurs conditions de vie difficiles, puis désavantagées parce qu'ils n'ont pas accès à l'information non plus pour se sortir de ces conditions-là et d'améliorer leur vie. Et en santé, c'est tout un défi. Et les conséquences à ça, bien évidemment, les conséquences sont nombreuses et là, on ne parlera pas de ça parce qu'on va en avoir pour des heures, mais c'est bien la littérature scientifique très, très, en tout cas, il y en a quand même beaucoup que vous pouvez trouver là, sur les conséquences
des faibles littératies en santé, mais il y en a quand même deux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. La première, ça dit qu'un faible niveau de littératie en santé constitue le meilleur prédicteur de mortalité après le tabagisme. Et une variable plus pertinente, le revenu et le niveau de scolarité. C'est quand même pas rien, hein? Sauf que c'est sûr que les gens meurent pas demain matin. Des fois, c'est pas scandalisant, fait qu'on on le voit pas. Mais on se dit, c'est combien d'années, de jours, de mois, d'années de vie que ces personnes-là ont pu perdre parce que elles ont pas bien compris leur traitement, pas su comment prendre leurs médicaments, etc. Et l'autre, ça dit que depuis 2001, les enjeux entourant l'altération en santé sont appelés silent epidemic. Ben, pour moi, ça parle. On parle d'une épidémie par rapport au fait que ça a un impact assez grand pour qu'on en parle en termes d'épidémie, mais en même temps silencieuse parce que, comme je vous disais, ben, c'est pas ces personnes-là qui vont se faire le plus voir et parler, qui vont le plus se défendre. Donc, c'était vraiment intéressant de faire un projet avec Christine et les autres là-dessus pour mettre de la visibilité sur cet enjeu-là. Et je passe la parole à Christine. Merci, merci Amélie et Mathilde. Euh, donc, moi, je vais vous parler un peu du projet de recherche qui a mené à la plateforme, la mini plateforme web qu'on va vous présenter vraiment dans 2, 3 petites minutes. Là. On espère que vous gardez votre attention avec nous. Dans le fond, on avait 2 équipes locales, une à Montréal, une à Québec. Dans chacune des équipes, là, il y avait une chercheuse, une intervenante en alphabétisation et 4 personnes qui vivent des enjeux de littératie. Et bien sûr, les photographes qui venaient nous soutenir là, dans la prise des photos. Puis l'objectif du projet, c'est vraiment de documenter les défis d'accès à la santé des personnes qui vivent des difficultés en littératie. On a vraiment, c'était voulu d'être large comme ça. Donc, défis d'accès à la santé dans son quartier, dans sa ville. Ça pouvait aller dans plusieurs, ça pouvait toucher à plusieurs éléments. Dans le fond, c'est un projet de recherche participative dans lequel les organismes en alpha ont été impliqués dès le départ. La méthode était aussi participative, donc c'est des parcours commentés en anglais. Il y a d'autres vocables là, comme go along interview, walking interview, tout ça. Mais dans le fond, c'est vraiment c'est faire des entretiens, si on veut, en marchant dans le quartier avec les personnes. Et ça soutient la prise de parole des personnes. Ça permet une compréhension plus, je dirais, plus en proximité, plus fine du vécu des personnes parce que tous les sens sont éveillés là, quand on fait les parcours commentés. Peut-être la prochaine diapo. Donc, on a pris du temps avant d'aller faire les marches, d'aller faire les trajets pour identifier avec les personnes, bien, pour discuter avec elles et eux, c'est quoi les enjeux que vous vivez. Bon, bien sûr, les intervenantes en alpha nous ont beaucoup aidé, les chercheuses, à changer notre façon à s'adapter et à travailler différemment, à la fois pour l'utilisation des mots, mais des consignes. Tu sais, on a vraiment essayé de vraiment travailler ça pour que ça soit le plus convivial possible, pour que les personnes puissent vraiment prendre leur place puis identifier, prendre le temps de réfléchir à tout ça. Avec les personnes, on a comme identifié des lieux où elles voulaient parler de ça, ces éléments de barrières d'accès à la santé dans leur quartier. On a planifié ces déplacements-là et on a mené les entrevues sur place. Là, vous me voyez avec Miguel, le conjoint de Mathilde, avec mon micro-perche, avec ma moumoute, là, la fameuse moumoute qui permettait de contrôler un peu les sons ambiants. Puis, il faut savoir que dans le fond, là, vous voyez juste ces 2 personnes-là, mais on était toujours une mini-équipe de tournage. Là, on prenait pas mal de place sur les trottoirs. Là. On oubliait carrément on était vraiment concentrés sur les personnes. Puis, c'était vraiment un projet super chouette à mener. Donc, peut-être la prochaine diapo. Les questions étaient assez génériques. Ça se voulait comme ça pour vraiment donner la place aux personnes de dire ce qu'elles avaient à dire. Donc, qu'est-ce qui aide à ta santé? Où vas-tu? Quels sont les endroits dans ton quartier qui te font du bien? Où vas-tu quand tu as besoin d'avoir des soins? Donc, c'est vraiment, vraiment, comme je dis, voulu que ça soit
flexible comme ça, ouvert pour que les personnes trouvent leur place là-dedans puis puissent identifier qu'elles voulaient partager. Donc, on avait des rencontres préparatoires en Zoom avant d'aller faire les marches c'était vraiment, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, pour travailler un peu à réfléchir un peu à l'avance à où on pourrait aller dans les quartiers avec les personnes et tout ça. Puis aussi se donner des consignes là, communes ensemble en équipe. Donc, 8 personnes ont fait les parcours commentés à Montréal et à Québec. Puis après, on a eu des rencontres de débriefing après les parcours, notre petite équipe de recherche ensemble, parce qu'on avait vraiment besoin de partager des choses, mais aussi avec les personnes. On est revenu sur qu'est-ce qu'elles avaient vécu et tout ça. Puis, on a eu 2 rencontres de co-analyse de ce qui est ressorti de tout ça. Une rencontre en personne à Trois-Rivières. On s'est réunis tout le monde ensemble. Là, tout le monde de Québec et tout le monde de Montréal. Et une deuxième rencontre en personne aussi à Québec, il n'y a pas si longtemps, là, il y a environ, ça passe vite, là, 1 an et demi et plus, en tout cas. Puis le but, c'était vraiment peut-être, je mettrai la prochaine diapo, Isabelle, tout de suite. C'est vraiment de travailler ensemble, de s'assurer que ce que les personnes ont vécu dans leur parcours, puis ce qui est important pour elles, de faire ressortir à l'aide des photos comment je pourrais dire, de la bienveillance et de l'expertise d'Amélie, Joanne et Marie-Claude, là, d'aller identifier vraiment les points qui ressortaient, qui étaient importants pour chacune des personnes. Puis à Trois-Rivières, les personnes ensemble se sont présentées ce qui ressortait dans chaque marche. Et de ça, on a essayé d'identifier en groupe qu'est-ce qui était le plus important pour elles. Et on s'est rencontrés une autre fois à Québec. L'arbre que vous voyez, là, c'était vraiment les éléments que les personnes voulaient vraiment partager, qui leur semblaient le plus important. Puis vraiment, il y a eu 2 thèmes de tout ça. Il y a eu des éléments qui ressortaient en lien avec l'alimentation, la difficulté de s'alimenter correctement, même quand on a un diabète, par exemple, le bénévolat, toute la participation sociale de ces personnes-là à travers le travail, le bénévolat, les difficultés d'accès au logement. Mais les 2 thèmes que les personnes voulaient vraiment partager dans un format comme le microsite, c'était l'accès aux soins et l'expérience de soins. Puis le microsite, en fait, on leur a présenté différentes options, mais on leur a parlé de microsite et puis c'est quelque chose qui leur parlait. Elles avaient envie de finalement contribuer à ça. Je vais dire un petit mot ici avant de passer la parole à Amélie, parce qu'Amélie et Mathilde vont passer au travers avec vous, vont naviguer le microsite. Donc, pourquoi on a développé ça, un microsite? C'est l'idée, moi, je pense que l'idée venait à l'origine de Caroline Truchon, là, qui était aussi une collègue impliquée dans le projet. Mais l'idée, c'était vraiment de trouver un moyen pour partager nos résultats scientifiques de façon vulgarisée, accessible au public, mais aussi accessible aux personnes elles-mêmes qui vivent des enjeux de littératie pour que ça soit un soutien à la prise de parole, parce tout le monde ne souhaitait pas que ces résultats de recherche-là restent sur une tablette. On souhaitait qu'on puisse aller voir différentes personnes avec ça, puis que ça ne soit pas que les chercheurs, finalement, qui partagent ces résultats-là. Donc, on est allé déjà présenter ce microsite-là au ministère de la Santé et des Services sociaux, à Réal Barrette et à quelques-uns d'autres collègues aussi, à toute l'équipe de la commissaire à la santé et au bien-être et à Isabelle Leblanc de Médecins pour un régime public québécois. Grâce à l'expertise de Marc-Claude et Amélie, dans le fond, de Datoulir et de la Jarniguane, il a été développé en langage clair et simple. Puis je ne veux pas passer sous silence l'implication vraiment super précieuse aussi de Justine Marcotte et Isabelle Wilson là, dans ce projet-là aussi. Donc, Isabelle est avec nous, mais je ne sais pas, je ne suis pas certaine que Justine pouvait se joindre à nous. Donc, je te passe la parole, Amélie. Je vous passe la parole à toi, Amélie et Mathilde, pour la suite. Parfait, merci. Alors, on va rentrer dans ce fameux microsite, oui, qui a été le plus possible écrit en langage clair pour que les participants, c'est comme l'a expliqué Christine, devient un outil pour les participants pour présenter leur message. Puis, comme on lit ça devant eux, il faut que ce soit des mots avec lesquels ils se sentent à l'aise, des mots qu'ils utilisent à tous les jours. Donc, je vais vous inviter. Alors, voilà la page
d'entrée, d'accueil du microsite. Ici, dans l'introduction, pardon, vous allez pouvoir lire et écouter parce que le petit signe ici, verbatim, vous permet de lire et le petit triangle ici d'écouter un peu ce que Christine vient de nous expliquer. Et ensuite, on clique sur la flèche pour revivre l'expérience et que vous puissiez voir le parcours qu'on a fait. On a fait ça sous forme de parcours, comme le parcours commenté. Alors, on voit là, un côté jaune, un côté bleu. Côté jaune, c'est le thème, l'accès aux soins. Donc, est-ce que c'est facile de se faire soigner? Et le côté bleu, l'expérience de soins, est-ce qu'on est bien soigné? Donc, ce qu'on va retrouver dans la première partie, l'accès aux soins, ben, c'est tous les commentaires, ou pas tous, certains qu'on a choisis, où les participants nous parlent que c'est pas facile pour eux d'avoir accès aux soins et aux services de santé, que c'est souvent beaucoup d'étapes qui sont difficiles à suivre et même pour tout le monde, hein, souvent c'est ce que je me fais répondre. Et moi aussi, je suis universitaire et je trouve ça difficile, mais imaginez quand on a de la difficulté à lire et écrire et qu'on n'a pas toujours d'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et quand on va aller chercher de l'aide, eh bien, il faut donner nos informations personnelles. Il faut avouer qu'on a de la difficulté à lire, à écrire. C'est pas toujours évident. Puis évidemment, comme on parlait là, tout à l'heure, tout ça a des conséquences assez graves sur leur santé. Et les solutions, on essaie de mettre aussi de l'avant dans tout ça des solutions. Donc, c'est vraiment, ça va toujours dans le sens de garder des services en personne, des étapes simplifiées pour avoir accès aux soins et pour les personnes qui désirent aussi avoir de l'aide. Donc, il y a trois grands sous-thèmes. Prendre rendez-vous est le premier. On va cliquer dessus pour que vous voyez. Alors là, vous rentrez et vous allez pouvoir entendre des témoignages et toujours lire les verbatims. Là, on ne le fera pas parce qu'on a la chance d'avoir Mathilde avec nous. Alors, je vais avancer à Isabelle. Isabelle, je vais avancer jusqu'à la photo. On voit Mathilde et Mathilde nous parle de que c'est vraiment pas toujours facile de prendre un rendez-vous. Hein, Mathilde, à cette époque-là, quand on l'a fait, on allait encore en personne. Comment ça se passait, toi, quand tu nous racontais ça là, avant, pour prendre rendez-vous à la clinique? Pour prendre rendez-vous à la clinique, c'est pas facile parce que se devra faire por internet y moi, je connais pas l'internet. Et j'appelle por téléphone y c'est long et des fois me croise le téléphone. Mais j'étais à la clinique parce que c'est une clinique de avec rendez-vous y sans rendez-vous. Mais elle me dit, il n'y a pas la place y c'est frustrant parce que nous savons pas un rendez-vous. Y quand on va a contacter un rendez-vous, me dit en un mois, mais si je suis malade maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais dice comme ça, c'est pas facile aller quand avant, mon mari était, je suis malade et mon mari était à la clinique pour por, por attendre la ligne, pour arriver, quand se va a ouvrir la clinique, c'est en la neige, 12 heures, quand se ouvre la clinique, arriver et dit, il n'y a pas la place plus. C'est difficile pour nous, le milieu de santé. C'est très Oui, hein? difficile, mais l'été passé, este té que se passe, mon mari était trop malade d'un bras, était bleu et noir, comme ça, tout gonflé, et nous sommes pas, il n'est pas capable de faire un rendez-vous, mais j'étais à l'atelier avec Émilie et elle m'offrit si je pouvais, mais c'est pas facile aussi pour elle, mais finalement, elle réussit à faire un rendez-vous, c'est très difficile. Mais c'est important parce que quand arrivé à la clinique, elle a non seulement les bras à gonfler, le donné antibiotiques, le fait d'échographie, le fait
radiographie, mais elle fait la radiographie aussi del pulmón. Il y a de l'eau al pulmón un peu et un peu de pulmonie. Al final, si c'est pas fait un rendez-vous, mais Aïda Miguel était morte. C'est ça. Mais, alors, imaginez-moi quand Mathilde m'a raconté ça après. En fait, oui, cette fois-là, Mathilde s'était fait donner le fameux numéro, là, le 811 option Oui, 3 pour l'aider. Puis là, j'ai dit, OK, on était ensemble, on a appelé et on s'est fait accueillir par un grand discours de légal, hein, pour dire est-ce que vous avez bien compris que vous n'avez pas ces symptômes-là parce que sinon, il faut que vous alliez à l'urgence. Puis même moi, là, tous les symptômes un après l'autre en rafale, j'ai pas tout compris. Je me suis questionnée vraiment si tous comment je pourrais dire, ces nouveaux services-là qu'on met en place, est-ce qu'ils aident vraiment les gens? Si on se dit, ben, il faut qu'ils appellent au téléphone, c'est parce qu'ils sont pas capables sur Internet, mais on les accueille avec un gros discours. En tout cas, il y a des enjeux de littératie sont partout, puis je pense qu'ils doivent être mieux connus pour éviter ces écueils-là dans des choses qu'on veut faire comme des améliorations. Puis finalement, effectivement, on a réussi par Internet parce que moi, je suis rentrée par Internet pour réussir à avoir un rendez-vous pour Miguel parce que Miguel ne serait pas allé à l'urgence. Pourquoi? Parce que souvent, ces personnes-là, comme ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, ils se ramassent à l'urgence. Et là, à Mm. l'urgence, ils sont reçus comme, mais qu'est-ce que vous faites ici encore après des heures et des heures d'attente? Donc, à un moment donné, ces personnes-là ne veulent plus aller à l'urgence. Mais cette fois-là, Miguel aurait pu mourir. Moi, en tout cas, c'est oui. une des histoires qui me touche énormément. Vous ne la trouverez pas dans le microsite parce que ça s'est passé cet été. Mais là, ici, Mathilde nous racontait que Miguel devait aller à 5h30 le matin faire la file à l'époque pour se faire dire non. Et maintenant, bon, avec l'Internet, c'est pas beaucoup plus facile d'accès pour les personnes. C'est un exemple. Prendre rendez-vous n'était pas le moindre. On va revenir à notre parcours. Vous allez voir, il y a d'autres, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on n'aura pas le temps, mais il y a d'autres qui parlent de trouver ce qu'on cherche, hein, dans le système de santé. Ça, c'est la façon qu'on a trouvé pour simplifier, naviguer dans le système de santé, ce fameux mot qu'on utilise toujours. Trouver ce qu'on cherche, c'est pas facile non plus, hein, comme on disait, c'est beaucoup d'étapes difficiles quand on a une référence pour un spécialiste, pour un examen, par exemple, et les formulaires qui s'accompagnent avec ça, ce n'est pas facile pour plusieurs. Là, j'utilise le mot participants. C'est pas les participants oui, c'est les participants à la recherche, mais nous, à la Jeanne-Gouin, on les appelle aussi les participants. Donc, plusieurs participants nous ont dit ça. Ensuite, là, j'ai un message par-dessus, je ne peux pas le lire. Bon, avoir et voir un médecin de famille, un enjeu qui est pas évident non plus. Évidemment, là, on reparle du guichet d'accès à un médecin de famille qui est en ligne. Moi, en Mathilde, on l'a fait ensemble la demande, puis finalement, je l'ai faite pour toute la famille, même sa sœur qui ne Oui, vient pas à la oui, Charnigoine. oui. Donc, mais des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui n'ont pas de Jarnigoine dans leur vie, hein, qui se retrouvent Mm. seuls face à ça? Oui, Les gens parlaient beaucoup aussi de comment ils se retrouvent perdus et découragés suite à la perte de leur médecin de famille parce qu'il est déménagé ou parce qu'il a pris sa retraite, comment c'est long, compliqué, puis qu'il y en a, oui, même avec des graves problèmes de santé comme un cancer, qui ont pensé juste laisser faire puis abandonner, juste pu aller voir le médecin parce qu'ils avaient perdu leur médecin de famille. Quand on perd un médecin de famille, ça demande de se répéter des choses qui peuvent être pas faciles à se rappeler. Quand on vit sans calendrier, qu'on se fait poser des questions sur le temps, ça fait combien de temps et tout ça, ça devient compliqué. Le lien de confiance qui est brisé. Et finalement, le médecin de famille, on n'a pas le choix d'y retourner parce qu'il y a énormément de pouvoir dans notre vie, ne serait-ce que pour avoir accès à l'aide sociale, des gens qui n'ont pas qui ont plus la santé pour pouvoir aller travailler, mais ils ont besoin que le médecin de famille
signent un document d'aide sociale et aussi leur donner droit de l'aide financière pour le transport, par exemple. Donc, c'est toutes sortes de choses que vous allez retrouver dans les témoignages sur avoir et voir un médecin de famille. Vous aurez le lien pour aller tout visiter ça par la suite. Rapidement, l'autre côté, expérience de soins. Donc, les gens nous parlaient en fait de une fois qu'ils sont rendus dans les services et les soins, comment ils vivent ça. Évidemment, un des premiers commentaires qui revient, c'est que le manque de clarté du langage qui est utilisé à l'oral ou à l'écrit. Les gens ont vécu beaucoup de jugements et d'impression, impression ou pas, mais d'injustice. Hein? C'est déjà des personnes qui ont vécu beaucoup de jugements dans leur vie parce qu'ils avaient de la difficulté à lire et à écrire. Puis là, ils disent qu'ils continuent à en ressentir dans le système de santé, que les professionnels ne comprennent pas toujours leur réalité, puis ils peuvent leur donner des conseils qui sont impossibles à suivre parce qu'ils ne comprennent pas leur réalité. Et que ça, évidemment, encore une fois, ça peut avoir des conséquences graves sur leur santé. Donc, là, les solutions qui sont mises de l'avant par les participants, ben, c'est que les professionnels soient plus sensibilisés, plus ouverts à l'écoute des patients, formés au langage clair, puis à la réalité des gens des milieux socio-économiques différents des leurs, finalement. Parce qu'on ne se le cachera pas, la majorité des professionnels de la santé vient quand même d'un milieu socio-économique différent de nos participants en alphabétisation. Alors, le premier arrêt sur notre parcours, c'est comprendre ce que les professionnels disent. Donc là, je ne me répéterai pas, mais c'est des questions de langage clair. Et ça fait que c'est devenu un problème que je voyais même plus moi-même, mais aussi banal que on ne comprend pas c'est quoi notre problème de santé. La plupart des participants, quand ils reviennent chez nous, on dit « Ah, tu as eu ton rendez-vous hier, puis qu'est-ce que tu as? » Bien, ils ne sont pas capables de nous l'expliquer. Souvent, ils n'ont pas compris les traitements qui viennent avec. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a honte de le dire qu'on n'a pas compris. On ne va pas le dire face aux professionnels de la santé. On ne va pas le faire répéter. Hein? C'est très gênant tout ça. Surtout quand il y a beaucoup d'informations, etc. Donc, voilà ce que vous pourrez trouver un peu dans cet arrêt-là. Le deuxième arrêt, faire confiance aux professionnels. Eh bien là, on reparle là, des préjugés qu'on a vécus dans notre vie, qu'on sent encore présents dans le système de santé. C'est des choses aussi terribles que de se faire traiter de débile ou de déficient, là. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui sentent qu'ils ont vécu des mauvais traitements dans le système de santé. Puis ça fait juste augmenter, en fait, leur honte puis leur difficulté à avouer leur difficulté en lecture, en écriture. Mathilde, tu m'as déjà dit, toi, et les mots que tu avais utilisés étaient très marquants. Et tu m'as dit, moi, dans ma vie, j'ai vécu de la violence médicale quand même plusieurs fois. Est-ce Oui, que je pense qu'il y avait une expérience dont tu avais envie de nous parler une fois où peut-être tu avais été un peu plus insistante oui, moi j'ai insisté pour parce que avoir des soins, puis ça n'a pas été oui, bien reçu, hein? no, yo insistí parce que yo vine de sortir de una operación y yo me sentí très mal. Je sais pas qu'est-ce que faire y yo me di, se le sé que te va a aider, elle sait pas m'aider de rien. Ah, finalmente yo me fue un rendez-vous al hospital encore, je retourné, mais l'hôpital me dit, après que me fait hospitaliser encore, me dit l'infirmière, qu'est-ce que vous prenez comme depresor y qu'est-ce que vous prenez como drogue? Moi, j'ai jamais pris de drogue, jamais pris de depresor ni rien. J'ai dit rien. Mais pourquoi par comme ça? Parce qu'elle me prend como fou ou como drogué. Mais c'est la question que j'aime pas ça. Hmm. Parce que tu es quand même une personne qui va se défendre dans la vie, qui va essayer d'aller chercher. Puis là, c'était le fait, ils te trouvaient insistante, puis là, ils ont dit, ben là,
elle doit être, elle doit avoir consommé quelque chose ou avoir des problèmes de santé mentale, hein? Oui, parce que ya insistí, pues que, porque de tu manera van, ya insistí por la operación, pues que el doctor me le se tumbé, hice un shock tres urgencia y no llegó a morir. Mhm. El, el voulait pas se occuper de moi. Moi, j'ai insisté aussi parce que c'est une personne qui devra insistir, c'est ma nature desde petit que j'insiste pour les choses. Qu'est-ce que je Mhm. vais faire? Mais les autres nous prennent como que no son pas normal, mais l'insistance, parce que même j'ai écouté de beaucoup de fois, el, quand insiste les personnes, elle dit que le prennent comme fou Hmm. à Puis l'hôpital. puis Et tout des fois, ça t'a fait peur d'insister ou de poser des questions à cause de ça, hein? Tu m'as déjà dit ça. de quoi? Que, ça- que des fois, ça te faisait peur d'insister, puis des fois, Ah, t'as no, rien j'ai dit parce que j'ai- j'ai peur de dire on me plaignait parce que si je sais, ben, je connais une personne qui se plaignait y ni pas un hôpital le prenne après. Devra aller à son pays a hacerse l'opération ou quelque chose. C'est le système comme ça. Parce que si devra nous accepter si mort ou non mort, ou on nous prenne ou nous prenne pas, nous devrons accepter le système. Mais le système devra changer. Et donc, vous Amélie? voyez comment ça peut être difficile de faire confiance aux professionnels. Et finalement, le dernier arrêt qui est sentir que les professionnels comprennent notre réalité et s'y adaptent. Donc, ça aussi, comme on disait tout à l'heure, donc ça peut être, on se sent, souvent les participants disent qu'ils ne se sentent pas si écoutés, puis que les professionnels comprennent leur réalité, tu sais, de se faire conseiller de manger telle chose quand ben, on n'a pas d'argent pour acheter tel ou tel aliment. Ben, c'est un exemple. Donc voilà, on vous invite à aller visiter tous ces beaux témoignages et ce beau site qu'on a fait. Et en conclusion, ben là, vous allez avoir en fait une invitation, des pistes d'action si vous avez envie de, comme je disais au début, vous aussi, embarquer dans la marche pour faire changer les choses et améliorer là, la littératie en santé. Et je voulais terminer avec une question pour Mathilde en lui demandant, Mathilde, toi, pourquoi tu m'as dit que tu avais aimé participer à ce projet-là? Peux-tu me dire pourquoi tu as aimé participer à ce projet-là? J'ai aimé participer à ce projet parce que c'est pour la santé. Y pues que quand j'écoutais que va a avoir este proyecto, digo, oui, tout de suite, parce que je sais que nous besoin beaucoup pour améliorer la santé, no solamente por moi, sino por tout le monde. Y ya aimé la reunión que nous fait les participants de ça et la sortie aussi, j'ai aimé d'aller quand nous sommes allés à Québec ou nous sommes allés à Trois-Rivières, j'ai aimé tout ça et connaître d'autres personnes que c'est la même situation que moi. C'est ça. Merci, Mathilde. Merci énormément. Merci. Je repasse la parole à Christine, je crois, Oui, pour la merci fin. beaucoup. Merci Amélie et Mathilde, vraiment, là, c'est vraiment c'est un partage super touchant, mais simplement vous dire, parce que j'aimerais ça qu'on ouvre à la salle pour les échanges ou les questions. Fait que vous avez le code QR pour aller voir, retrouver dans le fond, notre plateforme web qu'on a partagée, là, qu'on vous a partagé aujourd'hui sur notre site web engageplus.org.